Après, Jean-Yves Camus, il connaît très très bien son sujet, donc moi c'est pas du tout ce sur quoi je vais intervenir. Le premier point introductif, pour ceux qui, et je sais très bien que nous ne sommes pas en école de commerce, pour ceux qui seraient intéressés par un excellent bouquin sur la géopolitique du printemps arabe, c'est juste derrière. Je dis ça parce que je suis en général assez d'accord avec ce que j'écris, donc voilà, je considère que non, c'est mieux, hein, s'il y a des psys dans la salle, je pense que c'est quand même mieux. Deuxième point, au moins aussi sérieux, 2015 s'approche à grands pas. 2015, c'est l'année importante, mémorielle, cruciale de nos frères de destin arméniens. Il va falloir penser à eux quand même, en 2015. Oui. Ils sont très en demande, et à juste titre, ils sont très très en demande de notre compassion, notre solidarité, et je pense qu'on la leur doit d'autant plus et d'autant mieux qu'aujourd'hui au Moyen-Orient, il ne vous échappera pas que la République qui refuse toujours de reconnaître leur génocide de 1915, oui, et c'est le moins qu'on puisse dire, dans une duplicité absolument écœurante. C'est vrai vis-à-vis d'Israël, mais ça on est habitué, mais ça l'est maintenant aussi avec les autres États de la région, y compris bien évidemment avec la République d'Arménie. Troisième point, le 25 janvier, comme chaque dernier dimanche de janvier, j'organise les assises nationales de la lutte contre le négationnisme. Parce que le négationnisme, on n'aime pas ça, on est bien d'accord, c'est un fléau, c'est une peste, et il faut la combattre. Ça se passe dans le 13e, à l'ESG effectivement, en partenariat avec beaucoup d'institutions extrêmement importantes, à commencer évidemment par le mémorial de la Shoah, Aladin, etc. Donc je vous en parlerai, j'enverrai un mail collectif au Nébrite. Et donc c'est le dimanche 25 janvier, toute la journée, 4 tables rondes, quelque chose de très important, avec cette année le thème suivant, photographie et génocide. Donc la photo dans les génocides, on va vachement se marrer toute la journée, voilà, oui, c'est un peu notre lot commun quand même, donc autant le faire sérieusement, et dans un cadre scientifique. Je voudrais intervenir en 4 parties. La première sera concernée. Alors vous allez voir que ces 4 parties qui concernent en fait pratiquement tout sauf Israël, parce que dans l'œil du cyclone, il ne se passe pas grand-chose, il paraît. Je suis pas météorologue et j'ai jamais vécu cette situation, mais dans l'œil, il ne se passe pas grand-chose. C'est autour que ça se passe. Et avant de vous présenter mes 4 parties rapidement, un mot de ce que m'avait recommandé le père Patrick Desbois, que tout le monde connaît ici, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, il y a 4 ans, il me dit écoute, bon, t'écris des bouquins sur Israël, c'est bien, moi je te recommande d'écrire des livres sur les voisins d'Israël. Je dis, écoute, il se passe rien du tout, ça ne bouge pas en Syrie, ça ne bouge pas en Égypte, et puis fais-moi confiance, je suis géopolitologue, je suis diplômé en géopolitique, toi tu es diplômé en christianisme, moi je peux te dire un truc, c'est que ça ne bougera pas. Depuis j'ai honte, quand je le croise, je change de trottoir, donc, et il me réclame en plus 5% sur mon bouquin, bref. Alors, ce qui dénote d'ailleurs une proximité quand même avec le judaïsme. Alors, 4 parties, la première, c'est la balkanisation du monde arabe et par-delà du monde arabo-musulman, qui concerne d'ailleurs Israël plutôt en positif. Deuxième partie, la déchirure entre les nationalistes et les islamistes, toujours évidemment dans le monde arabe. Troisième partie que je vais développer rapidement, c'est une autre déchirure, un clivage qui est devenu extrêmement grave entre les chiites et les sunnites. Et enfin, le quatrième clivage concerne les islamistes entre eux, notamment en Syrie et en Irak. Mais rassurez-vous, je conclurai en parlant un petit peu tout de même d'Israël, et puis évidemment je répondrai si j'en suis capable à vos questions, si ce n'est pas un cours magistral. Alors premier point, la balkanisation. La balkanisation, c'est la division, la déchirure interne, la division au sein de beaucoup, pas tous, mais de beaucoup des 23 États de la Ligue arabe. La Ligue arabe, je vous le rappelle, vous le savez, elle a été créée en mars 1945 avec 2 vocations. La première, c'est de lutter contre les 2 empires traditionnels, France et Grande-Bretagne. Et puis la deuxième vocation, c'est de lutter contre le sionisme, quand même, qui en était, à leurs yeux, aux Arabes, le sionisme qui était, à leurs yeux, l'un des fers de lance de l'impérialisme occidental. Donc plusieurs États connaissent aujourd'hui cette balkanisation qui vaut effondrement de la souveraineté. En géopolitique, on appelle ça des États faillis. Donc ils font faillite, mais pas économiquement, en tout cas pas uniquement, mais ils font faillite politiquement et institutionnellement. Ça a commencé en 91 avec la Somalie. Aucun rapport avec le printemps en 91. Bon. À l'époque, souvenez-vous-en, il y avait 2 bandes plus ou moins aussi barbares l'une que l'autre, Haïdi, et puis je ne sais plus quel autre clan, qui se faisaient la guerre et qui ont entraîné l'effondrement d'un État qui était déjà très pauvre. Aujourd'hui, il y a 3 Somalies concrètement sur le terrain. La Somalie, encore internationalement reconnue, Mogadiscio, elle est totalement effondrée aux mains des Shebabs, qui sont des barbares islamistes radicaux, qui ont encore d'ailleurs assassiné une quarantaine de personnes dans un bus au Kenya, en triant les chrétiens et les musulmans.
Voilà, c'est juste pour vous l'indiquer ou pour vous le rappeler, et en abattant systématiquement les chrétiens, hommes, femmes, enfants, en laissant partir les musulmans. Voilà. Évidemment, manifestement, ça n'intéresse pas grand monde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un nazisme tropical. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un très grand africaniste qui parlait de nazisme tropical à propos du génocide des Tutsis rwandais, qui n'est autre que le grand historien Jean-Pierre Chrétien. Donc ça, c'est Mogadiscio, donc, qui n'est plus un État en réalité, et les deux autres États nés de l'ancienne Somalie, Puntland, Somaliland, ne sont pas reconnus, mais ironiquement fonctionnent plutôt correctement. En tout cas, la balkanisation a commencé avec la Somalie dans la Corne de l'Afrique. Et puis, il y a 4 ans, presque jour pour jour, débutait donc le printemps arabe. L'Irak, là non plus ça ne vous aura pas échappé, a connu un renforcement, une aggravation de son effondrement interne avec le printemps arabe, mais en réalité, l'État islamique n'est pas lié au printemps arabe. Le front Al-Nosra n'est pas lié au printemps arabe. La répression, les manifestations pacifiques, puis la répression et la guerre civile en Syrie, oui, mais pas l'État islamique. Or, l'État islamique en Syrie, c'est lui qui balkanise la Syrie. Il y a eu, depuis 1945 et l'indépendance de la Syrie, qui était à l'époque un mandat français, il y a eu toujours un État centralisé, extrêmement fort, autour de Damas. Mais au 19e, c'était quoi le Cham, la Syrie sous l'Empire turc ottoman? Enfin, un État, hein. Le Liban, ça n'a jamais existé. Le Liban, ça n'a jamais été un État indépendant. Il n'y a même pas de chef-lieu. Beyrouth n'était même pas un chef-lieu. Bon. Donc, la Syrie, par le truchement de la volonté de la France après la Première Guerre mondiale, devient un État, vous savez, un État naît, se développe, il périclite, puis vous allez presque dire que c'est la vie darwinienne des nations. Hein. Aujourd'hui, la Syrie existe encore aux mains de Bachar al-Assad, mais qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste l'essentiel en termes d'importance, avec une grande partie de Damas, les 3 villes les plus importantes à la côte, ce qui intéresse les Russes, mais le reste de la Syrie, je vous le dis aujourd'hui, je ne suis pas Alexandre Ader, je ne suis pas prophète, mais en tout cas, je peux vous le dire, la Syrie ne sera plus jamais la Syrie telle qu'elle était façonnée en 1945 par la volonté des Français. Alors qu'est-ce qu'il y aura à l'est et au nord? Parce que ça, pour moi, pendant 4 ans, je le dis, je vous maintiens, je vous en fiche, je continue à le parier, ça, il n'y a aucun problème. Mais, ok, ça, il est là, mais il ne tient pas énormément. Tout le reste, ça appartient à l'État islamique et un peu à Al-Nosra. Demain, ça appartiendra un peu plus à l'un ou à l'autre, ou aux deux, ou aux Martiens, je ne sais pas. Mais ça n'appartiendra plus à Assad. Par conséquent, il y aura bien 2, peut-être 3 Syries, voire 4 si on compte la territorialité kurde avec Kobané au nord. Et donc, on assiste à une vraie balkanisation confessionnelle, notamment de la Syrie. L'Irak, je vous l'ai dit, ça a commencé avant le printemps arabe. L'Irak a commencé à s'effondrer dès 1991 avec la première intervention de la coalition internationale pour libérer le Koweït. Et à partir de là, les Kurdes, un peu plus de 20% de la population, sont devenus autonomes et en fait de facto indépendants. Indépendance de facto renforcée en 2003 avec la deuxième guerre d'Irak, où là, ils ont été tout à fait... ils sont devenus pratiquement... Ils ont développé les infrastructures d'un État. Aujourd'hui, il y a concrètement sur le terrain 3 Irak. Demain, il y en aura peut-être 2, peut-être 4, peut-être 5. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'Irak de 1932, façon cartographe botanique, c'est fini. C'est définitivement terminé. Et pourquoi je suis un petit peu péremptoire en disant ça? C'est que les chiites n'ont absolument pas du tout envie de revenir sous la coupe des sunnites. Les sunnites, eux, sont tombés dans les bras des islamistes radicaux et fanatiques de l'État islamique parce qu'ils étaient sunnites, et les Kurdes ne veulent de la coupe ni des uns ni des autres. Bon, donc là, on est sur quelque chose d'extrêmement important. Continuons avec la Libye. La Libye, en 1911, lorsqu'elle a été créée comme colonie italienne, elle était essentiellement une société clanique et tribale. Les modes de fonctionnement, le mode des rapports de force entre groupes humains au sein de ces sociétés étaient des modes essentiellement claniques et tribaux. Il n'y a jamais eu d'État-nation en Libye. On ne s'est jamais affirmé préalablement ou prioritairement sur le plan identitaire comme libyen. Alors Kadhafi a fait l'illusion pendant 40 ans, d'abord parce que sa répression était absolument effroyable, aujourd'hui on l'oublie, effroyable d'une part, d'autre part parce qu'il a créé une espèce de jamaria qui correspond à rien du tout d'autre qu'au pouvoir centralisé d'un seul homme, d'un seul guide, plus ou moins mystique. Mais les modes de fonctionnement sociaux et sociétaux sont restés tribaux et claniques. Vous faites sauter Kadhafi, on revient à la Libye de 1911 avec la Cyrénaïque d'un côté, la Tripolitaine de l'autre, la Cyrénaïque en ayant marre d'ailleurs d'être sous la coupe de la Tripolitaine, etc. etc. Et aujourd'hui, vous avez une atomisation de la société et du pouvoir en Libye. Autrement dit,
Ce n'est pas une anarchie, hein, c'est pas Bakounine, hein, c'est pas du tout, c'est pas un pouvoir, c'est pas un régime anarchique ou anarchiste, mais c'est un pouvoir très territorialisé autour des clans, des tribus, parfois d'ailleurs des groupes de clans sur une base clientéliste, voire même prédatrice. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de crapuleux quand même, hein, en Libye. Alors tout, un mode de fonctionnement comme un autre, hein, plutôt que de faire une communautaire, on fait du crapuleux. Donc la Libye aujourd'hui n'existe plus. Moi je vous fiche mon billet que la Libye n'existera plus telle qu'elle a existé depuis 1911 et qu'on l'a connue jusqu'à ces dernières années. Il y aura autre chose, mais c'est aussi une balkanisation. Enfin, le Yémen, il y avait 2 Yémen jusqu'en 90, il a été réunifié par la force d'un certain nombre de clans du Nord, et au printemps arabe, qu'est-ce qui se passe? Le Sud, c'est essentiellement le Sud qui fournit les grands bataillons de révoltés contre, dans le cadre du printemps arabe. Bah voyons, évidemment. Donc on prend prétexte du printemps arabe, ça fait tache d'huile, on se révolte aussi, on demande aussi sa dignité, contre quoi? Contre le Nord. Moi, je vous affirme qu'on sera tous ici encore en très bonne santé l'an prochain, dans 2 ans, je ne sais pas, mais à mon avis pas tellement plus tard, pour voir de nouveau 2 Yémen. Donc on est là sur un certain nombre d'États qui sont très durablement déstructurés et effondrés. Je pense que ça ne se produira pas pour l'Égypte. L'Égypte est un État central où la notion de Watan, de nation, est extrêmement forte, mais regardez à quel point le Sinaï égyptien devient une zone grise. Une zone grise en géopolitique, c'est un territoire sur lequel le contrôle étatique, les prérogatives de l'État centralisé ne fonctionnent plus ou beaucoup moins bien. Ça ne veut pas dire que le Sinaï va demander son indépendance, mais ça veut dire que les tribus, on en revient aux tribus et aux clans bédouins du Sinaï, qu'on a tous connus, puisque beaucoup d'entre nous ont fumé des substances illicites. Moi, c'est le chocolat. Vous, c'est ce que vous voulez. Non, on est entre nous. Dans les années 70 et 80, chez les bédouins du Sinaï, il y avait des aides, les Nahalim, les Mitiachim, les colons d'époque, c'était pas des sionistes religieux, les mecs. Bon, bref. Donc, c'est le tourisme. Oui, attendez, c'est le tourisme, le Sinaï. C'est le pétrole. Il n'y en a pas beaucoup, il y a comme 700 000 barils du jour pour l'Égypte. C'est le hub du gaz naturel. C'est le tout premier revenu économique de l'État, à savoir la rente du canal de Suez. D'accord? Donc c'est tout ça le Sinaï. Et le Sinaï, aujourd'hui, tend à s'effondrer sous les coups crapuleux des Bédouins et terroristes, des djihadistes qui d'ailleurs viennent souvent de la bande de Gaza. Donc on a là quelque chose qui n'est pas réellement de l'ordre de la balkanisation, mais en tout cas, quand même, de l'affaiblissement de l'État central. Je vous fais grâce à un certain nombre d'autres États. Certains fonctionnent très bien, le Maroc extrêmement bien. Gloire à M6, parce que franchement, ça tient très très bien. La Jordanie tient très bien, mais dans un contexte quand même beaucoup moins favorable et beaucoup plus inquiétant. Et vous avez des États dont la centralité demeurera, évidemment, la Tunisie, l'Algérie sont des États centralisés. Là, c'est beaucoup moins, c'est un petit peu différent. Ça, c'est le premier phénomène lourd, durable, à mon avis, qui est en train de bouleverser une bonne partie du monde arabe. On pourrait d'ailleurs aller jusqu'au Pakistan, parce que je pense que le Pakistan ne demeurera pas un État unifié sur les prochaines décennies, mais on regardait d'ici là. Deuxième phénomène, c'est le clivage devenu véritable déchirure, mais c'est pas nouveau, entre la notion de Watan et la notion d'Umma. Watan, c'est la nation. L'Umma, c'est ce concept, précepte un peu mythifié, un peu fantasmé, qui est censé remonter au début de l'Hégire, donc après la mort du prophète, lorsque les 4 califes s'en vont conquérir les 4 horizons et étendre la nouvelle religion. L'Oumma, si vous voulez, elle est surtout projetée et portée par les islamistes, hein, plus ou moins extrémistes, parce qu'on a là une espèce de paradis sur terre qui consistait à une entente entre tous les musulmans. Par exemple, il n'y a pas de frontière entre les musulmans. Et pour cause, ils conquéraient en permanence, jusqu'à Poitiers, les Mésopotamies de l'autre côté, toute la péninsule arabique, le Caucase au nord. Il n'y avait pas encore d'État. S'il n'y a pas d'État au sein de l'islam, ça veut dire qu'il n'y a pas de frontière entre les musulmans. Et ça, c'est fondamental déjà pour les tradis, mais les islamistes radicaux, eux, ils tuent pour ça. Ils tuent notamment des chefs d'État musulmans qui respectent ces frontières, considérées comme ayant été exportées depuis l'Occident. Au sein de l'islam, en principe, il ne doit pas y avoir de frontières. C'est aussi pour ça que Sadat a été détesté. On dit toujours que Sadat a été abattu par les frères musulmans parce qu'il avait fait l'appel avec Israël. Mais pas que. Parce que aussi, c'était un mauvais musulman, c'était un kafir, un renégat, parce qu'il maintenait les frontières entre les différents groupes et États musulmans. Bref, entre les nationalistes et les islamistes, la guerre d'Atavi, Nasser, en 1966, tendait Sayed Qutb, qui était le chef des frères musulmans.
Nasser n'aimait pas qu'on cherche à le tuer. Bon, il n'avait pas d'humour, donc Saïd Kopp échoue à tuer Nasser, Nasser tue Saïd Kopp. Et vous avez là, depuis la création des Frères musulmans en 1928, une rivalité d'autant plus forte qu'ensuite les États arabes deviendront indépendants dans les années 30, 40, 50, 60 et 70. Et à chaque fois qu'une structure étatique arrive au pouvoir, elle lutte, fut-elle tradie, fut-elle très conservatrice. Le maréchal al-Sisi, c'est pas un fumeur de tabac et un buveur de vin comme était Bourguiba. C'est pas le genre de la maison. Hein. Le al-Sisi, vous ne verrez jamais rien d'autre que les yeux de sa femme. Et encore, bon courage pour voir tes yeux. Hein. D'accord. Et lui, il est hajj, il a fait le pèlerinage. Okay, il est censé faire ses prières. Je ne sais pas s'il les fait, j'en sais rien, je ne suis pas dans sa piole. Mais c'est un type qui se présente comme extrêmement traditionnaliste. Mais la perception de César et de Dieu et de César est très clairement en faveur, pour ce qui est du pouvoir politique, de César. Hein. Et c'est la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui des régimes qui sont considérés comme conservateurs ou traditionnalistes, mais qui néanmoins combattent avec la dernière énergie les islamistes radicaux. Parce que les islamistes, eux, et en particulier les salafs, les salafs, c'est les anciens. Donc, les salafistes veulent revenir exactement au 7e siècle, hein, mais à tout point de vue, sur le plan technique, sur le plan moral, ce qu'ils considèrent comme étant moral. Techniquement, oui, ils ont raison, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, hein, ça on est à peu près d'accord, mais sur exactement ce qui prévalait au 7e. C'est pour ça qu'on les voit comme des givrés, ils sont complètement givrés. Alors que les frères musulmans, ils font du politique, ils font de la politique. On l'a vu en Égypte avec Morsi pendant un an de pouvoir entre 2012 et 2013. Donc, cette lutte, elle est extrêmement dure, on le voit bien en Syrie. Bachar el-Assad n'est pas seulement alawite, donc chiite, il est aussi nationaliste. En face, ils ne sont pas seulement sunnites, ils sont aussi islamistes. Okay, vous avez cette lutte aujourd'hui, dans une moindre mesure, en Tunisie. Elle est en train de basculer plutôt en faveur des nationalistes, au sens large du terme, je pense. Donc de l'État-nation, etc. En Irak aussi. Et ceux qui disent il y a 4 ans, il y a eu le printemps arabe, maintenant il faut l'appeler l'automne ou l'hiver, ou la glaciation dinosauresque, je ne sais pas ce que j'entends comme bon. Il ne faut pas exagérer. J'entends dire ça notamment parce que les islamistes auraient pris le pouvoir. Non mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'est pas dans un jeu de rôle ou un jeu électronique là, de nos gamins avec quelque part à un certain moment game over. Ah, game over, alors on s'arrête et on compte les coups et les points. Ça ne s'arrête pas, l'histoire ne s'arrête pas. Il n'y a pas de dimanche dans l'histoire des hommes. C'est pas moi, hein, c'est Hegel. Hein. Il n'y a pas de dimanche dans l'histoire des hommes et il n'y a pas de vendredi dans l'histoire de l'islam. Tiens, on va faire un petit jeu de mots rigolo. Bon, donc ça continue. Alors, il y a 2 ans, on disait ouais, c'est malin. Ouais, Moubarak tombe, résultat, c'est Morsi. Oui, aujourd'hui, résultat, c'est pas Morsi. Morsi est en prison et bientôt il sera à la potence. Donc, non, vous voyez. Donc, non, je pense qu'il faut être extrêmement patient dans cette lutte entre les islamistes et les nationalistes parce qu'on n'en a pas terminé, elle n'a pas commencé hier et se poursuivra, nous fera parler, gloser et écouter et voir pendant encore de longues années, voire de longues décennies. Le troisième phénomène,